professionnels, ils ont que ça à faire. Oui. Alors, ils peuvent avoir des problèmes personnels, ça, hein, ils sont pas exempts de ce genre de soucis. Mais par contre, autour, voilà, professionnellement, ils n'ont aucun problème puisque leur job, c'est de faire du sport. Donc, on n'a pas ça à s'adapter. Et puis, ils Mmh. ont beaucoup de temps de récupération. Ce que nous, on n'a jamais puisqu'on est toujours en train de Oui. voilà, tu sors du boulot, tu vas vite courir. Après, il faut vite Mmh. aller chercher, le gamin au sport ou alors faut vite retourner en réunion ou alors tu as une visio ou alors machin. Voilà, on n'a jamais de temps de récupération dans la journée. Donc c'est Mmh. ça qui est compliqué. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BPM. Vous le savez, j'espère, le podcast BPM a été lancé en décembre et nous avons deux formats. Le format court, 180 BPM, pour donner des conseils concrets pour l'entraînement, et un format plus long, 120 BPM, en endurance fondamentale, pour prendre le temps d'explorer le parcours de nos invités ou d'aller plus loin sur l'explication d'un thème. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Couder, kinésithérapeute et coureur accompli, et Romain Adam, cofondateur de Run Motion Coach, qui connaît très bien Julien puisqu'il l'a remis sur pied après ses blessures. Julien est un coureur expérimenté. Il a couru le marathon en 2h29 en 2024. Il a fini dans le top 20 de la CCC en 2013. Il est kiné du sport basé à Chambéry et il a contribué à la création des modules PPG et étirement de l'app. Merci d'avoir accepté notre invitation. Julien, comment ça va? Bah, bonjour à tous, merci pour l'invitation, ravi d'être là et puis, ben, bien en forme, ouais, pour, ce début d'année 2026, voilà. Et toi, Romain, comment ça va aujourd'hui? Ça va, quelques courbatures, mais pas de blessures, donc ce sera un des thèmes d'aujourd'hui qu'on va, et donc si ça a un peu tiré, c'est que normalement j'ai une bonne charge d'entraînement pour le week-end. Super, on pourra voir aussi les solutions, à mettre en place, quand ça tire un petit peu trop. Hem, donc on va dans un premier temps évoquer avec toi Julien, ton parcours et puis ensuite on évoquera le thème des blessures, du renforcement musculaire et des étirements. Pour commencer, on a une petite question, pour, en savoir un petit peu plus sur toi. Quel est ton rêve en course à pied ou du moins est-ce qu'il y a une course qui te fait de l'œil plus qu'une autre? Ouais, je sais pas si c'est un rêve, mais, il y a une course qui m'attire, particulièrement, c'est la Hard Rock aux États-Unis. Alors pas forcément pour la distance, mais plus pour, les paysages et puis, cet aspect d'altitude, voilà, j'aimerais savoir comment je peux réagir à ce genre de sollicitation. Ça m'intrigue. Du coup, peut-être un jour, c'est ça? Peut-être un jour, on verra. C'est vrai que ce qui est difficile sur ce genre de course, c'est d'être tiré au sort parce qu'il y a très peu de dossards Ouais, contrairement à des trails en Europe où, sur un UTMB tu as 2 500 coureurs, alors que sur une hard rock c'est quelques centaines je Quelques crois, centaines, ouais, je ouais. crois, ouais. on te le souhaite alors. On verra un jour. Faut que je me réentraîne un peu plus, pour ça par contre. Du coup, on va commencer un petit peu, pour, en savoir, plus, sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, bah, justement sportif et professionnel? Oui, alors, bah, moi je suis tombé dans les sports d'endurance tout petit, j'ai commencé par la natation, j'ai ensuite pratiqué, le triathlon, longtemps puisque j'ai couru, à un bon niveau jusqu'en 2020. En parallèle, entre 2013 et 2020, j'ai aussi fait du trail, alors du court distance jusqu'à 100 kilomètres, hein, la CCC, c'est le plus long que j'ai fait et voilà pour mon parcours, sportif. Aujourd'hui, je cours toujours. Je suis inscrit au 10 km d'Aix-les-Bains, j'espère bien finir devant Romain. Heu, mais voilà, je vais essayer de me réentraîner un petit peu sérieusement pour ça. Ça va me motiver et puis, d'un point de vue professionnel, bah, je suis kiné depuis 2009, voilà, donc j'ai toujours travaillé en libéral. J'ai fait des spécialisations dans la kiné du sport, la réathlétisation et j'ai travaillé 5 ans avec les équipes de France de biathlon, entre 2015 et 2020 et puis, actuellement, bah, je suis associé dans un cabinet de traumatologie et d'orthopédie du sport, sur Chambéry et je suis toujours des athlètes de haut niveau, notamment dans le ski, puisque je travaille avec, le lycée, sport-études, à la mode Servolex, où je fais, tout ce qui est soins kiné, mais je fais aussi tout ce qui est réathlétisation pour les blessés. Super, bah, on va pouvoir profiter de toute ton expérience du coup. Ouais, complètement. Et puis justement, tu as parlé de différentes disciplines. Et c'est quoi que tu préfères entre le triathlon, le trail et le marathon? Je sais pas, après c'est pas très objectif parce que j'ai toujours fait du triathlon, j'ai pratiqué le triathlon parce que mon papa en faisait donc voilà, j'ai quand même, je dirais que ça reste le triathlon. Après pour moi par contre la discipline la plus difficile je trouve c'est le marathon. Que ce soit par rapport à ce que j'ai fait en triathlon, que ce soit du court distance ou du longue distance, parce que j'ai aussi fait du longue distance en triathlon. Je trouve que le marathon, c'est vraiment compliqué. La préparation est difficile, elle est rigoureuse, elle est contraignante, mentalement difficile.
En triathlon, c'est difficile, mais comme tu varies d'un sport à l'autre, tu as toujours un sport dans lequel tu te sens un petit peu mieux, et cetera. Alors que sur le marathon, ouais, c'est longué la prépa quand même. Et puis tu un peu le diktat, du chrono finalement sur toutes les Ouais, séances, tu essayes de savoir si tu vas être c'est sur le ça, bon rythme. tu es toujours avec ton chronomètre, je pense d'ailleurs des fois un peu trop. Ouais. On a un peu de mal à se détacher du chrono parce qu'on a toujours notre objectif chronométrique en tête et du coup mentalement, nerveusement, c'est vraiment difficile et c'est pour moi l'épreuve en tout cas, que j'ai préparée qui est la plus difficile, ouais. Et est-ce que tu conseillerais justement, toi qui fais, du triathlon, justement de varier les sports, même pour un marathon finalement? Est-ce qu'il faudrait pas mieux, d'un point de vue aussi charge d'entraînement et blessures, varier les sports? Oui, oui, moi je suis un partisan de l'entraînement croisé. Après il y a un moment donné sur le marathon, il faut courir quand même. Oui. Mais c'est vrai que dans un premier temps, si on peut faire un peu d'entraînement croisé, c'est pour, le système aérobie, c'est quand même vraiment bien et puis ça permet de monter en charge progressivement sur la course à pied, quoi. Voilà. Et sans parler du trail où évidemment pour se renforcer musculairement, c'est vrai que le vélo est essentiel. Ouais, alors en En trail, je même pense temps que ça se discute encore moins Mmh. que sur route, il y a vraiment un fort intérêt, pour le vélo, pour faire des heures, c'est quand Ouais. même plus facile et puis tu acquiers quand même un peu de puissance, un peu de force, souvent dont les coureurs manquent mmh. et qui permet vraiment de progresser, notamment sur les montées, ouais. Mmh. Et puis, au-delà de la partie, comment autre sport, c'est vrai qu'il y a une notion qui est importante, c'est le renforcement musculaire pour éviter les blessures. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est dit, qu'ensemble ce serait intéressant de créer, ce module, d'abord renforcement musculaire, puis le module étirement. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça s'est passé? Oui, alors, bah, du coup, tu m'avais contacté, enfin, d'abord, on a travaillé ensemble parce que tu étais blessé C'est ça. et puis, du coup, on a essayé de te remettre sur pied, et puis ensuite, tu m'as contacté pour qu'on fasse ça. Donc, bah, ça s'est passé assez naturellement. Après, c'est pas évident parce que, bah, on a tout type de public, tout type de courses, ce soit sur route, hein, ça peut aller, course rapide jusqu'au marathon ou alors en trail, des trails courts jusqu'à l'ultra. Donc forcément, les besoins ne sont pas les mêmes, donc il a fallu faire quelque chose d'un petit peu général qui réponde à toutes les attentes. Mais voilà, ça reste de la course à pied, qu'on fasse de la course sur route ou du trail, ça reste de la course à pied. La base est malgré tout la même. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, à travers tout ce qui est renforcement musculaire, on va pouvoir prévenir les blessures et de ce fait être plus performant puisque on va pouvoir s'entraîner plus, on va pouvoir s'entraîner mieux. Voilà, donc renforcement musculaire, pour moi indispensable. Et on va peut-être parler, Oui. des blessures, mais peut-être que je peux rajouter sur la partie anecdote. C'est vrai que, bah, on a tourné, les différents exercices, dans un studio. Je me rappelle, c'est un studio avec un fond vert et c'était, juste avant, ma préparation pour, l'UTMB et c'était, juste, le lendemain, je partais pour un tour du Mont Blanc et on avait répété, je crois qu'il y avait une soixantaine d'exercices et donc fallait, tourner, chaque exercice, une vingtaine ou une trentaine de secondes et donc je me rappelle que le lendemain, j'avais déjà des courbatures pour démarrer mon tour du Mont Blanc. Et c'est vrai qu'on ben, ce qu'on a aussi apprécié, c'est que tu as aussi fait des séances qui sont un petit peu, différentes entre la route et le trail et derrière, grâce aux algorithmes, au-delà de la bibliothèque donc de séances, on a regardé ensemble et on a travaillé ensemble pour, bah, en fait, adapter l'entraînement et adapter, ces modules de renforcement musculaire en fonction de l'objectif de la personne, mais aussi en fonction de son niveau, en préparation physique. Parce que parfois, tu peux avoir des gens qui sont très rapides, mais qui sont pas bons en préparation physique et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui viennent, par exemple, de l'Aerox, qui peuvent être un peu moins bons en course à pied, mais par contre très forts en renforcement musculaire et donc ouais, on a construit, ça ensemble et c'était un vrai plaisir. Au-delà même du tournage, on est satisfait du résultat et on espère que les auditeurs et les utilisateurs de Run Motion Coach prennent plaisir à faire, ce renforcement musculaire. N'hésitez pas à nous donner votre avis, sur les modules, de PPG et d'étirement, mais en effet, c'est même à poids de corps, ça reste, assez physique. Donc on a dit on va parler, des blessures. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu redouté par, les coureurs et qu'on a rencontré, forcément à un moment donné. Parce que du coup, en moyenne, il y a un tiers des coureurs qui rencontrent une blessure. Hem, En tant que kiné, toi, tu dois fréquemment rencontrer des coureurs, blessés. Est-ce que tu peux me citer 3 blessures que tu rencontres, fréquemment et les solutions que tu peux donner pour, pallier à ces blessures? Oui, alors bon, le grand classique, ça reste la tendinopathie d'Achille, bah, Romain connaît bien.
Ça, c'est le grand classique. Après, si on doit en citer que 3, je dirais celle-ci. Ensuite, on a toutes les tendinopathies, au niveau du genou. Alors ça peut être, le tendon rotulien, le tendon quadricipital ou le fameux TFL, syndrome de l'essuie-glace, grand classique du coureur à pied. Et puis ensuite, une pathologie qu'on retrouve aussi, c'est les lésions musculaires, donc ce qu'on appelle un peu plus communément les déchirures ou les élongations, voilà, quand on en parle un petit peu, de manière commune. C'est les 3 grandes pathologies. Je rajouterais peut-être l'entorse de cheville Ouais. pour les trailers qu'on voit voilà, on en voit énormément, la fameuse. Voilà, ça on peut quand même pas passer à côté, on en voit beaucoup, surtout dans nos régions. Voilà. Après, comment prévenir? Comment prévenir? Le plus simple, ça reste de s'entraîner correctement, ça reste, d'adapter son programme d'entraînement du mieux possible, et puis, de faire du renforcement musculaire. Et aussi pour les chevilles, est-ce que, par exemple, tu conseilles des exercices un peu de proprioception, justement? Oui, oui, alors voilà, il y a les exercices de proprioception, les exercices un petit peu de pliométrie. Alors, c'est des choses très simples, hein, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être des sauts cloche-pied droite-gauche, des sauts latéraux, des choses comme ça, puisque, notamment en trail, puisque c'est l'entorse de cheville, ça reste quand même une pathologie du trailer qu'on voit peu chez le coureur sur route, à part quand il met le pied dans un trou, mais sur la route, mais ça, bon, il n'y peut rien. Donc voilà, ça va être des exercices relativement simples, mais faits régulièrement, avec assiduité, et puis bien encadrés, ça porte ses fruits et on essaye de prévenir un petit peu ce genre de problème, ouais. Ça me semble assez injuste parfois les blessures. C'est qu'il y a des coureurs qui sont tout le temps blessés et il y a des coureurs qui semblent jamais blessés. Est-ce Ouais. que quelle est la part de génétique? Quelle est la part de travail derrière ça? La vie est injuste. Déjà, il y en a qui naissent, ils sont grands, il y en a qui naissent, ils sont petits, il y en a qui naissent, ils sont plus solides que d'autres. Voilà, après, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, hein, à commencer déjà par tout ce qu'on a pu faire dans notre enfance. Ça a joué un impact énorme sur la manière dont on bouge adulte. Ça, on n'en parle jamais assez, mais le développement des habiletés motrices chez les enfants, c'est quelque chose qu'on peut pas acquérir plus tard. OK. Donc, un enfant qui fait énormément de sport, varié, il va acquérir des habiletés motrices qui sont vraiment très importantes. Et chez ces gens-là, on remarque quand même qu'ils se blessent beaucoup moins. Heu, donc on a quand même une forte influence de notre passé sportif. Après, selon comment on est fait aussi, hein, voilà, il y a des gens qui ont des grands segments, d'autres qui ont des petits segments, et cetera, et on est un peu plus sujet à certaines pathologies, ou non. Tout comme les fractures de fatigue, hein. On a des gens qui font des fractures de fatigue très régulièrement, on en a d'autres qui en feront jamais alors qu'ils font n'importe quoi à l'entraînement. Et voilà, c'est pas très juste, mais c'est comme ça et il faut apprendre à se connaître, mais le meilleur moyen, ça reste quand même de pratiquer vraiment, beaucoup de sports différents quand Ouais. on est enfant, et puis après chez l'adulte, je pense que ça reste d'être, raisonnable déjà quand on se fixe des objectifs par rapport à sa vie professionnelle, à sa vie personnelle, et cetera. De bien doser tout ça, et ça reste quand même le meilleur moyen de prévenir les blessures, ouais. Parce qu'on voit parfois dans l'application des personnes qui sont, très sédentaires, qui pendant 20 ans, entre, je sais pas, entre 20 et 40 ans, n'ont pas fait du tout de sport après les études, et puis finalement qui se mettent à la course à pied et du coup, pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu recommanderais pour éviter les blessures? Ouais, ça c'est un grand classique, hein. Quand on rentre en études supérieures, on le voit d'ailleurs, hein, on Mmh. perd beaucoup nos jeunes dans les clubs, dans le sport. On perd énormément de jeunes, autour de 18-20 ans. Et puis après, on s'y remet une fois qu'on est installé, et puis on pense qu'on va pouvoir reprendre comme on a arrêté. Donc déjà, reprendre de manière très progressive, être bien encadré, avoir un plan d'entraînement bien structuré, bien progressif, ça reste pour moi vraiment la base. Et puis, si on parle de course à pied vraiment, ne pas hésiter à faire un petit peu moins de course à pied selon le temps dont on dispose, et de mettre un petit peu de renforcement musculaire ciblé sur un petit peu ses déficits et ses défauts, qu'on a pu acquérir avec les années. Et voilà, pas se précipiter à vouloir tout de suite faire trop de courses à pied, voilà, on a souvent, parce qu'en plus quand on reprend, on a beaucoup d'envie, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, et souvent on a une envie un peu débordante, et il faut savoir un petit peu se freiner, et voilà, ne pas hésiter à remplacer une séance de course à pied par une séance de renforcement musculaire, des choses comme ça, et de croiser éventuellement si on a aussi l'opportunité. Je sais que
Pour certains, c'est compliqué d'aller faire du vélo, pour ceux qui habitent en ville, et cetera, dans les grandes villes, hein, je parle. Mmh. C'est un peu difficile, mais pourquoi pas nager ou voilà, ce genre de choses. Et ça permet tout doucement de remettre un petit peu le corps à l'effort. Et voilà, ça reste pour moi ce qui est le plus important quand on reprend au début. Mais faire attention avec la motivation un peu débordante du début. C'est ça, on peut être un petit peu trop, C'est enthousiaste, ça, à la exactement. reprise, de l'entraînement. Du coup, tu as parlé un petit peu des fractures de fatigue. Est-ce que est-ce que tu as défini un petit peu, tu as une idée de la part des blessures entre mauvais entraînement, fatigue générale, stress matériel inadapté? Est-ce que tu as on va dire, une distance moyenne que tu recommanderais par semaine pour éviter les blessures et à partir de laquelle tu peux après, favoriser, on va dire, le risque de blessure? Alors, il n'y a pas de distance moyenne parce qu'encore une fois, ça dépend d'où on Mmh. part. Donc, quelqu'un qui a arrêté de courir pendant 15 ans et puis qui s'y remet, bah, c'est sûr que pour lui, courir ne serait-ce que déjà 20 kilomètres dans la semaine, ça va être énorme. Mmh. Quelqu'un qui n'a jamais arrêté ou quelqu'un qui a, je sais pas, pratiqué le foot ou d'autres sports et qui se met à courir, lui, il aura aucun problème à aller courir 20 ou 30 kilomètres par semaine. Donc ça, c'est vraiment dépendant de chacun. Après la part, des blessures, souvent, elle est quand même associée à une mauvaise gestion de l'entraînement. Ça, en course à pied, on a quand même très peu de blessures traumatiques. On tombe quasiment jamais. Mmh. On va pas avoir des fractures de clavicule comme on peut avoir en vélo, des fractures de poignet. Ça peut arriver évidemment, on va toujours trouver quelqu'un qui est tombé, qui a trébuché sur le trottoir ou qui l'a glissé lors d'une séance, c'est dans un virage. Parce que je me rappelle t'avoir vu, Le le jour de mon anniversaire, de l'année. voilà, mais c'est quand même assez rare. Mmh. Dans la course à pied, on a surtout des blessures qu'on appelle overuse, donc de surutilisation. Et c'est souvent lié à une mauvaise gestion de l'entraînement. Alors, c'est ce qui est très compliqué dans nos vies à nous, qui sommes des sportifs amateurs, c'est de doser ce qu'on peut faire à l'entraînement par rapport à nos charges personnelles et professionnelles. Ça, c'est vraiment la clé et c'est souvent comme ça. Donc, c'est pour ça, quand tu parles de stress ou de fatigue générale, tout ça va avoir un énorme impact sur nous. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de doser l'entraînement, de l'adapter en fonction de notre stress, de notre fatigue. Voilà, il y a des semaines, bah, le petit dort pas, c'est le bazar à la maison, je dors 3 4 heures par nuit. Forcément, l'entraînement, il va falloir Ah l'adapter oui. un petit peu. Au boulot, c'est le stress, c'est le rush, ça se passe pas très bien avec mes collègues, machin. Pareil, je vais être beaucoup moins performant et surtout, je vais être beaucoup moins chargeable à l'entraînement. Je supporterai moins de charges à cause de ces aléas de la vie, personnelle ou professionnelle et c'est comme ça que les choses un peu s'imbriquent et que la gestion de l'entraînement, elle est vraiment très, très compliquée chez le sportif amateur, bien plus que chez le sportif professionnel, beaucoup plus. Chez le sportif professionnel, ils ont que ça à faire. Oui. Alors, ils peuvent avoir des problèmes personnels, ça, hein, ils ne sont pas exempts de ce genre de soucis. Mais par contre, autour, voilà, professionnellement, ils n'ont aucun problème puisque leur job, c'est de faire du sport. Donc, on n'a pas ça à s'adapter. Et puis, ils Mmh. ont beaucoup de temps de récupération. Ce que nous, on n'a jamais puisqu'on est toujours en train de... Oui. Voilà, tu sors du boulot, tu vas vite courir. Après, il faut vite Mmh. aller chercher le gamin au sport. Ou alors, il faut vite retourner en réunion. Ou alors, tu as une visio. Ou alors, machin. Voilà, on n'a jamais de temps de récupération dans la journée. Donc c'est Mmh. ça qui est compliqué. C'est vrai que moi je voyais, quand tu parles de stress, et cetera, c'est vrai que pour moi au-dessus de 80 kilomètres dans la semaine, il y a un vrai risque de blessure pour mon corps quand je suis stressé, Mmh. ou fatigué. Et à l'inverse, par exemple, je me rappelle, j'en fais plus tellement maintenant, mais par exemple des camps d'entraînement, d'1 semaine, déjà tu peux mettre en place la sieste en début d'après-midi Mmh. et c'est vrai que là je pouvais Exactement. monter à 140, 150 kilomètres Ouais, presque sans problème. Alors pas forcément sur des longs, sur plusieurs semaines, mais en tout cas pendant une semaine, sans souci. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est à ce moment-là, bah, déjà tu as quasiment zéro stress quand tu es en camp d'entraînement. Tu peux mettre en place la sieste, tu peux, peut-être avoir des massages et Mmh. cetera. Donc effectivement, c'est très dépendant de, évidemment de, bah, de ton expérience, mais aussi, ouais, de c'est ça. cet environnement-là finalement, ouais. Ouais, ouais, et puis t'es cool quand t'es en stage comme ça. Ouais, carrément. Tu as fini ta séance, bah, t'as qu'une chose à faire, c'est aller boire, aller manger, tu vas boire un café avec les copains, tu vas... Voilà, et du Mmh. coup, tout passe mieux, tout est plus Ouais. simple. Et je te rejoins, moi c'est pareil, hein, quand j'ai préparé mon marathon, au-delà de 70 80 kilomètres par semaine, j'ai essayé et je me suis blessé. Mmh. Voilà, ça Mmh. ça m'arrive à moi aussi et en fait, c'est juste que ça passe pas dans mes semaines et Mmh. et et voilà, donc je couple avec un petit peu de home trainer, Mmh. régulièrement parce que j'adore le vélo.
Mais je suis comme toi, je peux pas dépasser 70-80 bornes par semaine, sinon après j'explose et puis, même sans exploser physiquement, ne serait-ce que mentalement, il y a quand même une perte d'envie, il y Mmh. a voilà, il y a un peu moins de plaisir à courir et ça reste pour moi normalement la première motivation, ça va être le plaisir quand même de courir et voilà. Donc on peut faire, 70 kilomètres par semaine et 2h29 au marathon. Ouais, après, je faisais aussi un petit peu de séances de home trainer à côté. Je faisais pas que de la course à pied parce que je garde toujours un petit peu le vélo. Mmh. Voilà, pour travailler un peu au niveau physio. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le home trainer sur cette prépa-là. Mais oui, oui, c'est possible. Mais encore une fois, moi, je suis tombé dedans tout petit, hein. J'ai commencé le triathlon, je vais avoir 6 ans. J'ai fait un sport-études natation jusqu'à 16 ans. Enfin, voilà, j'ai aussi beaucoup d'heures derrière moi qui font que j'ai des acquis et des. Voilà, on a quand même un passé qui facilite un petit peu les choses. Une mémoire musculaire. Ouais, ouais, mais le corps, il se rappelle de tout, hein. On avait des questions d'auditeurs, je crois. Oui, justement, on a une question de Cadel73 concernant le matériel. Est-ce qu'il y a un meilleur drop pour les chaussures en running ou en trail? Quel est ton conseil? Ah, ça, c'est la question que tout le monde pose. C'est une question difficile. Alors, si on prend quelqu'un qui a l'habitude de courir, souvent, je conseille de modifier assez peu le drop. Ou alors, si on veut le modifier, il y a aucun problème, mais par contre, il faut le faire progressivement. Donc, ça demande du temps parce que forcément, on va pas acheter 5 paires de chaussures pour passer de 12 millimètres à 4 millimètres. Donc il va falloir y aller lentement. Chaque fois que vous changez votre paire, bah, vous essayez de diminuer le drop de 2 millimètres par exemple et puis petit à petit, vous allez vous rapprocher d'un drop un petit peu plus faible. Chez les gens qui vont attaquer, qui attaquent la course à pied, je conseille souvent de démarrer avec des drops, relativement faibles. Ça permet de travailler la foulée un peu plus avant-pied. J'aime pas trop ces termes-là, mais voilà, ça permet plus facilement de travailler la technique, ça permet plus facilement d'aller vers quelque chose de techniquement propre avec des drops, faibles. Je conseille rarement le drop zéro parce qu'en fait, il en existe assez peu dans le commerce. Il y a quelques marques qui le font, mais elles sont spécifiques, il y en a peu. Du coup, après, il faut aussi d'un point de vue, commercial, il y aura peu de possibilités, peu de choix avec un drop à zéro. Alors qu'un drop entre 4 et 6, vous allez avoir beaucoup de marques qui font ça. Il y aura moyen de trouver des choses, très bien dans ces drops-là. Et surtout, vous aurez beaucoup de choix, alors que c'est vrai qu'un drop à zéro, les gens auront moins de choix et ce sera plus difficile d'aller trouver une paire de chaussures qui leur va. Parce qu'en dehors du drop, il faut quand même que la chaussure, elle corresponde au pied des gens. Il faut déjà être bien dans ses baskets, comme on dit. Et ça, c'est la première chose. Donc voilà. Mais petit à petit, aller sur un drop entre 4 et 8. 4-6 me paraît idéal. Voilà. Et j'entendais que, enfin, c'est peut-être ce qui se dit, tu pourras peut-être nous confirmer, c'est que, par exemple, si tu as souvent mal au genou, il faudrait plutôt réduire ton drop parce que c'est moins sollicitant et surtout, tu vas avoir effectivement une pose de pied qui sera plus médio-pied, voire avant-pied et du coup, ça va réduire un peu les sollicitations sur le genou qui peut être tendance à être bloqué quand tu as un gros amorti et du coup un gros drop et à l'inverse, quand, tu as mal au tendon d'Achille ou au mollet, le fait de réaugmenter ton drop te permet de soulager quelque peu la chaîne arrière. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou? Oui, en fait, ce qui se passe avec le drop, c'est que plus le drop est fin, plus on va avoir tendance à attaquer sur l'avant-pied. Donc, plus tu vas attaquer sur l'avant-pied, plus tu vas avoir une sollicitation sur ta chaîne postérieure, mollet, tendon d'Achille. Donc, évidemment, pour ceux qui ont un peu des soucis de tendon d'Achille, c'est un peu plus délicat. Mais par contre, le fait de courir comme ça permet d'un peu mieux amortir les chocs et l'impact au niveau articulaire. Donc pour les gens qui ont des problèmes de genoux ou de hanches ou même de dos, souvent il va être préférable de prendre une chaussure avec un drop un peu plus fin pour attaquer un petit peu plus avant-pied. Alors il n'est pas question d'aller courir sur les orteils, hein, on ne fait Mmh. pas du sprint non plus, mais voilà, avoir une pose de pied un peu plus agressive, va nous permettre de solliciter un peu plus au niveau musculaire et tendineux, mais de laisser un petit peu plus tranquille nos articulations, genoux, hanches et lombaires. Voilà. Et à l'inverse, par contre, c'est vrai que si tu as le problème de tendon d'Achille, bah, il va falloir peut-être réaugmenter le drop, mais on va peut-être en discuter un petit peu après sur le tendon d'Achille. Il y a quand même aussi une phase un petit peu de rééducation et de réentraînement qui pourrait permettre, malgré tout, avec une adaptation de la charge sur un certain temps, Mmh. de rester sur un drop relativement faible.
Voilà. Après, il y a aussi des questions d'âge. Avec l'âge, parce que je suis dans ma première année master, 40 ans cette année, heu, ça devient difficile de courir sur l'avant du pied. Heu, non, avec l'âge, on s'est aperçu quand même que c'était quand même plus compliqué de courir sur l'avant-pied. On a beaucoup plus de blessures mollets notamment, Mmh. musculaires. Donc avec la prise d'âge, bah, il va falloir faire un petit peu attention et souvent la foulée est un petit peu modifiée. Heu, voilà, donc il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Chaque chose doit être adaptée au cas par cas, mais il y a quand même ces grandes lignes qui sont vraies. OK. Bah, merci pour ces infos-là. On a une question de Christ, 3815 qui dit: «En cas de douleur articulaire type, genou ou cheville, est-ce qu'il faut s'arrêter? Combien de temps et quels sont les exercices à effectuer?» Heu, alors, voilà, en général, en cas de douleur, oui, il vaut mieux s'arrêter, surtout si elles sont vraiment articulaires. Elles passeront de toute manière pas en continuant à courir dessus. Surtout, essayer, moi c'est ce que je conseille souvent, c'est de s'entourer de professionnels de santé en qui on a confiance, se créer un petit réseau pour les coureurs réguliers, pour avoir vite des informations, pour pouvoir vite consulter et pour éviter les bêtises. Voilà. Les douleurs articulaires, oui, il faut faire attention parce que de toute manière, elles ne passent pas en courant. OK. Ça, on en est sûr. Autant sur des pathologies tendineuses, on va régulièrement arriver à continuer à courir en adaptant évidemment. On ne pourra pas faire tout ce qu'on veut, mais on pourra souvent continuer à courir. Mais les pathologies articulaires, souvent, ça demande une petite période de repos. Mmh. De course, hein, j'entends. Oui. C'est pas interdit d'aller nager ou de faire du vélo. Et si tu rencontres ce type de douleur, en course, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues quand même, au risque d'aggraver la blessure? Joker. Alors moi, je fais plutôt partie de la team, je continue parce que j'ai pas envie d'abandonner, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés et souvent ce que je conseille, c'est d'arrêter. Oui, parce que Alors toi, tu après sais quand même poser un diagnostic, voilà, assez Ouais. vite et ouais, savoir si tu peux quand même moi j'ai quand véritablement même la continuer chance de ou, connaître un petit peu les choses et de savoir s'il faut continuer ou s'arrêter. Souvent, je conseille quand même d'arrêter parce que en règle générale quand même de continuer, ça ira pas mieux. Mmh. Ça va très probablement, aggraver la blessure et du coup, vous allez avoir une période de repos derrière qui sera encore plus importante. Vous allez devoir vous arrêter de courir Eh encore plus ouais. longtemps que si vous n'aviez pas fini la course. Après, il y a les courses un petit peu, sans enjeu, en tout cas sans Mmh. enjeu personnel, Mmh. qui ne sont pas vraiment des objectifs. Là, je dis: «Il faut vraiment arrêter». Si on a des courses, où c'est vraiment l'objectif, genre toi à l'UTMB, bon, ben, après tu sais que derrière, si tu as mal, ça va être long, quoi, hein, Mmh. la période un petit peu de coupure risque d'être plus longue et cetera. Après, c'est chacun fait aussi un Oui. petit peu comme il le sent, Oui, donc ce mais serait si c'est un objectif intermédiaire, t'arrêtes et puis si c'est une course voilà. principale, sauf blessure grave, Voilà, alors après, je suis pas en tu train de dire et qu'avec une fracture, il faut aller au bout. On parle de petits bobos, hein, de choses, tranquilles, d'accord? Ou des Parce qu'on voit quand même des pathologies assez importantes des fois dans l'ultra trail, hein, notamment Mmh. des déshydratations et cetera. Donc là, non, hors de question de Mmh. continuer, ça c'est clair et net. Mmh. Si c'est une petite douleur au genou qui titille un peu, qui gêne un peu, bon, bah, voilà, si tu sur l'objectif de l'année, tu d'aller au bout coûte que coûte, ça tout le monde le fait, je crois. Ça nous est tous arrivé, on le fait tous. Il y a pas mort d'homme. Mais voilà, après, il faut quand même, faire attention parce qu'il y a quand même des pathologies, notamment dans l'ultra. On le verra moins ce genre de soucis sur des courses courtes, mais sur des courses, longues, des ultras, il y a quand même des vraies pathologies qui peuvent être dangereuses et sur lesquelles il faut vraiment faire attention, ouais. Oui, puis ça peut peut-être dépendre aussi, enfin, je pense, sur un UTMB, bon, forcément, au bout d'un moment, on a mal quelque part, mais voilà, si c'est, par exemple, au bout de 120-130 Oui, kilomètres, c'est bon, on ça. peut se dire, «Je serre les dents». Oui, Par oui. contre, si c'est kilomètre Ah ouais, c'est 30, on ça, commence à l'UTMB, si tu as mal au genou, tu es aux ouches, bon, ça mal va être long, barré, quoi. Tu quoi. as fait 8 bornes, il en reste 150, ça paraît quand même Ouais. mal engagé. Mais effectivement, si tu as mal un peu à Valorcine, bon, qu'il reste 15-20 kilomètres à faire, Et sur les ravitaillements, tu as toujours des médecins, donc de demander voilà, la ouais, l'avis, ça c'est souvent ils peuvent te ouais, dire: «OK, tu vas souffrir, mais tu peux quand même ouais, continuer». pas hésiter, voilà, aussi à demander Ils parce te que disent: «Faut vraiment t'arrêter», bah, tu t'arrêtes, ouais quoi, ouais. et Mmh. puis il faut pas aller voilà, faut savoir aussi écouter un petit peu le Mmh. corps médical. Il y a des gens qui sont quand même, Mmh. compétents, qui sont là sur place, surtout sur ces grosses courses, donc pas hésiter à aller voir, à consulter et voilà. Parce que, bah, c'est bien, hein, c'est notre objectif, mais nous, ce qu'on aime avant tout, c'est quand même courir.
si on peut plus courir après derrière, on a l'air malin, Mmh. quoi. Et oui. Et justement, Benoît V nous pose la question: quels types de douleurs sont acceptables? Et à partir de quand il faut s'inquiéter justement? Ah, je sais pas ce qui est acceptable ou non acceptable. Déjà, ça reste, assez, subjectif, c'est personnel. Moi, j'ai quand même pour habitude de dire, que normalement, si on a mal, il faut arrêter. OK. Voilà. Il faut arrêter, il faut aller consulter, il faut faire les choses correctement, dans l'ordre et ça se passe toujours mieux comme ça que quand on essaye de tirer un petit peu sur la corde. Heu, voilà, des fois, c'est pas grand-chose en plus, hein. On a une petite douleur, il suffit de s'arrêter 3 4 jours et puis finalement, ça va mieux. Mmh mh. Alors des fois, si vous prenez pas ces 3 4 jours de repos et ben, 3 semaines Ouais. après, vous êtes encore en train de traîner votre truc et puis vous entraînez à cloche-pied quoi, à moitié. Donc souvent moi je dis: «Il faut arrêter, il faut consulter» et c'est pour ça que je conseille toujours aux gens, aux coureurs, aux sportifs réguliers, d'essayer de s'entourer d'un médecin, éventuellement d'un kiné, mais déjà d'un médecin qui puisse faire un diagnostic, qui puisse, voilà, poser les bases et puis après on sait sur quoi on part, quoi. OK. Et on a Michel, Bu qui nous dit: «J'ai une douleur qui est pas identifiée, est-ce que je mets du chaud ou du froid?» Alors, ça plutôt du froid. OK. Voilà, plutôt du froid. En règle générale, on met plutôt du froid. Normalement, avec le froid, on prend pas de risque. Avec le chaud, selon les pathologies, ça peut être un peu nocif. Donc, quand on sait pas, il vaut mieux mettre du froid. Mais le mieux, ça reste quand même d'aller voir le médecin. Et on a peut-être une dernière Oui. question sur les blessures de Hartney, entre kiné et ostéo. Qui c'est qu'il faut aller voir et dans quel cas? Ça, c'est le genre de questions qui reviennent très souvent. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que selon les pathologies, aussi bien l'ostéopathe fera un excellent boulot sur un problème articulaire, en aigu et cetera et aussi bien si vous avez une pathologie un peu plus tendineuse, un peu plus qui va demander un traitement à long terme et cetera, il vaudra davantage mieux aller voir, d'abord le médecin puisque c'est lui qui va vous prescrire les séances de kiné. Voilà. Après si c'est juste un blocage, quelque chose d'aigu, un blocage articulaire et cetera, vous pouvez aller chez l'ostéo, il y a aucun souci. On a beaucoup, parlé du coup des blessures. On est tous été un petit peu concernés par, malheureusement, l'une ou l'autre, ou enfin en tout cas une de ces blessures. Et justement le meilleur moyen pour les éviter, tu l'as dit, c'était, la PPG donc en plus d'une charge, d'entraînement adaptée et du coup donc la PPG pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de faire de la PPG et du renforcement musculaire? Alors, renforcement musculaire, ce qui va nous permettre, c'est d'être plus durable. C'est-à-dire d'être plus durable dans l'entraînement, d'être plus durable sur nos compétitions, sur nos courses. Tout simplement parce qu'on va être plus fort, on va être plus gainé, on aura moins de mouvements parasites dans notre biomécanique et tout ça va nous permettre d'aller plus loin, plus longtemps. Voilà, si on doit résumer le renforcement musculaire, moi je le résumerais comme ça nous permet d'être plus durable à l'entraînement et en compétition. Souvent, ce qui se passe, c'est que, avec un renforcement musculaire adapté, mais surtout régulier, il n'y a pas besoin de faire des choses incroyables, mais régulier, on va avoir un meilleur renvoi, en fait, des forces que vous transmettez du bas vers le haut ou du haut vers le bas, tout dépend des sports qu'on pratique, mais en tout cas en course à pied, Heu, vous allez mieux accepter les contraintes. Voilà et surtout, vous allez être plus efficient dans vos poussées sur chaque pied, à chaque pas et cetera. Donc voilà, il y a un gain d'efficacité, et un gain, sur la durabilité, dans l'entraînement. C'est surtout dans l'entraînement puisque quelqu'un qui s'entraîne mieux, qui s'entraîne plus, bah, forcément, c'est quelqu'un qui est plus fort à l'arrivée et renforcement musculaire, il va nous permettre de mieux s'entraîner, de s'entraîner plus et de repousser un petit peu nos limites. Si on doit résumer la chose, de manière assez succincte. Et entre la route et le trail, est-ce que c'est les mêmes exercices qu'on doit effectuer? Non, pas alors la base est la même, c'est pas la base est la même, il y a ça reste de la course à pied malgré tout, Mmh. mais il y a des petites subtilités au trail, notamment, notamment sur l'aspect, descente, le trail excentrique qui va être, très important chez le trailer, notamment le trail excentrique, quadriceps.
Alors que chez le routier, on aura un travail excentrique mollet très important, beaucoup plus que chez le trailer. Donc oui, il va falloir forcément adapter en fonction qu'on fasse de la route ou qu'on fasse du trail et surtout et aussi en fonction de la distance puisque quelqu'un qui va faire du trail court a besoin de plus d'explosivité. Quelqu'un qui fait de l'ultra, s'il est pas très explosif, c'est pas bien grave. Par contre, faut qu'il soit fort. Faut qu'il soit fort, les montées sont longues, ça dure longtemps et surtout, il y a une répétition du trail excentrique et de la descente qui est un peu difficile, non? Et puis une amplitude aussi qui n'est pas la même, parce Exactement. que c'est vrai que quand tu montes, une grande marche, type escalier, dans du trail, forcément tu as une C'est angulation qui ça. est pas du tout la même que sur un marathon ou un 10 km. L'avantage de la route, c'est qu'il y a aucune surprise. Je veux Mmh. dire, quand tu cours sur route, tu aucune surprise. Tu fais jamais un pas à droite, un pas à gauche, à part s'il y a quelqu'un qui tombe devant toi, bon, mais sinon, c'est toujours pareil. C'est plat, c'est lisse, c'est voilà. En trail, c'est jamais pareil. Les appuis sont jamais les mêmes. Ce qui fait que c'est un peu moins traumatisant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que justement, on ne répète pas le même mouvement en permanence, contrairement au marathonien qui va courir 42 kilomètres exactement de la même manière. Donc du coup, le renforcement musculaire, pour un routier, il est un peu plus simple dans le sens où il y a aucune surprise. Chez le trailer, il faut un peu plus d'adaptabilité. C'est pour Mmh. ça qu'on va avoir, du travail avec différentes amplitudes, différents angles et puis aussi un travail, on en parlera un peu, de proprioception pour être adaptable au terrain. Voilà, parce que des fois ça glisse, des fois c'est sec, des fois il y a du caillou, des fois c'est de la terre, des fois voilà, faut être adaptable. Et peut-être que le plus dur alors, c'est, les trails plats? Je pense à l'ultramarin par exemple, 175 km, autour du golfe du Morbihan. Parce que là, tu es un peu, tu es sur un effort très long, tu es quasiment tout le temps la même angulation et puis finalement assez peu de surprises, sauf sur certains passages, où tu as des racines et cetera. Ouais, je pense C'est que le plus dur, ça reste quand même les courses longues où il faut courir tout le temps. mmh, Ouais. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il faut courir tout le temps, tu fais toujours la même chose, tu jamais moyen finalement, entre guillemets, «de te reposer» ou en tout cas de changer un peu ta manière de bouger. Alors qu'en trail, c'est assez «confortable» entre guillemets, en tout cas sur un certain temps. Après, au bout d'un moment, il y a quand même ras-le-bol, mais c'est assez confortable finalement de passer d'un petit footing à je marche en montée, puis après je me laisse aller un petit peu dans une descente. Voilà, alors qu'effectivement un trail, plutôt plat et roulant, ah c'est l'enfer, hein, c'est compliqué ça, hein, ouais. Il faut courir tout le temps, tu es toujours à peu près à la même vitesse. Souvent les descentes, elles sont pas très longues, elles sont mmh. pas très ouais, elles peuvent être raides mais pas longtemps. Donc c'est un petit peu toujours la même sollicitation et puis ça dure surtout très longtemps, quoi. Ouais et puis tu marches pas parce que tu as une tu Et mais as non, peu tu peu de montée. Mais justement, est-ce qu'une stratégie, ce serait pas aussi de s'imposer des périodes de marche, certainement. Pour, Certainement, en tout cas chez ceux qui ne sont pas élites, très certainement ne pas hésiter à marcher à chaque montée, oui. mmh, Finalement, marcher à 5-6 km/h au lieu de courir oui. à 6,5, bah, tu as peut-être perdu 30 secondes dans la petite montée là, mais par contre, tu as économisé un petit peu au niveau musculaire, tu as changé un peu ton pattern de course, tu as changé un peu ta manière de fonctionner et ça fait du bien, ouais. Ouais, ouais, mmh. Même si tu te sens évidemment capable de courir cette tout à petite fait. montée, c'est de s'imposer en tant que Ouais, je pense qu'il faut marche, savoir c'est se l'imposer, ouais. Et justement pour faire du renforcement, est-ce qu'il faut mieux aller, en salle? Est-ce qu'on peut rester à la maison? Est-ce que tu conseilles, poids de corps, ou charge additionnelle? Bah, déjà, la première chose qu'on peut conseiller, on l'a dit, c'est reste de faire du renforcement. Faire du renforcement à la maison au poids de corps, c'est déjà quelque chose d'excellent. On peut faire des super choses. Ça peut être hyper pertinent. Chez le coureur amateur, à mon sens, c'est largement suffisant. Voilà. Après, pour les coureurs un peu experts, pour les élites, évidemment, on va aller chercher des gains un petit peu plus importants et puis souvent, c'est des gens qui s'investissent plus, qui mettent plus de temps dans leur pratique et donc à ce moment-là, chez eux, on pourra peut-être leur conseiller effectivement de faire du renforcement musculaire avec charge. Ça, c'est sûr, chez les élites. Après, à la maison, rien n'empêche d'avoir un ou 2 kettlebells, une petite barre, voilà, des choses très simples, il y a pas besoin de grand-chose pour, ajouter un petit peu de poids aux exercices un peu classiques, de renforcement musculaire, ouais. ouais, du type fente, squat. Tout à fait, hein, tu enchaînes une vingtaine de fentes avec, 10 ou 15 kilos sur le dos, ça fait déjà un Mmh. joli travail, quoi. Mmh. Voilà, donc oui, moi, souvent, ce que je conseille aux gens parce qu'on est tous pareils, on a quand même des contraintes de temps qui sont importantes.
Et bah, mine de rien, aller à la salle, ben, ça Mmh. prend beaucoup de temps. Voilà, donc moi, je conseille souvent on fait à la maison, on essaye de réfléchir à ce qui nous manque, à ce qui nous irait et puis on met en place un programme, régulier comme on a eu fait donc du coup avec Romain là sur Runmotion et puis on peut y ajouter un petit peu de charge, Avec pour avec des packs progresser. d'eau. Voilà, des packs d'eau, un enfant sur le dos, enfin voilà, ça fait Petit marrer tout le gainage monde à la fin. avec, Voilà. avec le petit sur le dos. On fait les squats avec le gamin sur l'épaule, voilà, tout le monde est content à l'arrivée. Mais voilà, Et il y a une c'est progressivité parce que plus il grandit, plus il prend du poids. exactement. Ouais, ouais, exactement. J'espère que vos enfants sont pas trop costauds, parce qu'au bout d'un moment, ça va être dur, mais voilà et puis surtout déjà, à poids de corps, on peut faire d'excellentes choses et quand c'est régulier, ça porte ses fruits et c'est déjà un premier pas et vers le renforcement musculaire et c'est souvent suffisant pour les sportifs amateurs que nous sommes, évidemment. Super. Je sais pas si tu avais d'autres questions sur la partie, renforcement, Romain? Non, pas forcément, mais je me disais que ça pourrait faire une excellente transition avec, les étirements. Ça nous arrive parfois d'avoir des personnes qui rencontrent le mur du marathon assez tôt, kilomètre 25, kilomètre 30, et qui très souvent ont des grosses douleurs aux ischio-jambiers. Et donc ça, c'est pas forcément lié à un manque de glucose, dans les muscles, et c'est peut-être plutôt lié à un manque de souplesse ou un manque de renforcement. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ces gens qui rencontrent souvent le mur, à cause de limites musculaires dans les ischios? Heu, bah, c'est quelque chose qu'on voit pas mal avec les nouvelles chaussures aussi, quand même, les chaussures carbone. Je pense qu'on court à des vitesses un tout petit peu plus élevées grâce à ces chaussures qu'avec nos chaussures un peu traditionnelles. Déjà, le premier point, ce serait vraiment sur la préparation, d'essayer de s'habituer un petit peu à ces chaussures régulièrement, de faire ces séances d'allure marathon avec. Après, il y a de toute manière forcément un déficit, musculaire. C'est souvent pas que de la souplesse, hein, parce que la foulée, tu la fais très bien pendant 25 kilomètres et Mmh. puis au bout d'un moment, tu la fais plus, mais c'est pas parce que tu es moins souple, c'est juste parce que souvent tu es moins fort. Petit à petit, tu te déconditionnes, tes muscles sont moins adaptables. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pour ça que être, extrêmement souple, non, c'est pas ça qui va te sauver. Par contre, être plus fort, oui. Et ben, on va passer, sur la partie, étirement. Oui, Tu la vas nous dire partie, justement à quoi ça sert, si ça sert pas à courir plus vite, la partie Ah si, préférée ça des sert à courir coureurs. plus vite. C'est juste que ça évitera pas le mur. Donc on a une question de Hartney qui nous dit: «On rencontre 3 types de coureurs, ceux qui s'étirent avant, après un run ou pas du tout. Et toi, quels seraient tes conseils en tant que kiné?» Ça, c'est la question que j'ai à peu près 12 fois par jour, au cabinet. Non, ouais, je disais, être plus souple, ça permet de courir plus vite. De toute façon, il suffit de regarder, vous allumez la télé, vous regardez les Jeux olympiques, vous voyez bien que, Usain Bolt, il est plus souple que Kipchoge. En gros, le sprinter est plus souple que le marathonien. Mais ça, c'est juste une question de longueur de foulée. Donc sur les étirements, en fait, pas du tout, beaucoup ou un petit peu. C'est dépendant alors, forcément, souvent les extrêmes, c'est jamais très bon. Donc le pas du tout ou tout le temps, on c'est soit pas assez, soit trop. C'est un peu vrai pour tous les sujets de la vie, mais ce que je conseille moi aux gens, c'est de réfléchir un petit peu à leurs points forts et leurs points faibles. Est-ce que je suis souple? Est-ce que je suis raide? Si je suis souple, est-ce que je suis souple, sur la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischio-jambiers, les mollets, ou alors sur la chaîne antérieure, les quadriceps notamment? Et en fonction, mettre un petit travail en place pour limiter les raideurs d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais ça doit être adapté un petit peu au cas par cas. S'étirer avant de courir, c'est jamais bien bon. S'étirer après courir, si c'est après une séance très facile, un petit footing et tout ça, il y a aucun problème. Si c'est après une séance avec beaucoup de dénivelé pour le trailer ou après une séance de fractionné très difficile pour le marathonien ou le coureur sur route, là non, pas d'étirement tout de suite, on attend quelques heures, voire même le lendemain. Voilà, que ce soit reposé, que le muscle ait eu le temps un petit peu de digérer la séance et puis ensuite, on peut aller, travailler, les étirements, le relâchement. Souvent, ce que je conseille, c'est plutôt de se relâcher que de Mmh. s'étirer. Voilà. Donc ça va être des étirements courts plutôt, pour relâcher un petit peu les muscles après les séances, après les courses.
Et après, si les gens sont vraiment raides, par contre, il va falloir qu'ils y passent du temps. Ça demande du temps. De réaliser des étirements un petit peu longs, tout simplement peut-être parce que avec nos vies un petit peu sédentaires, de plus en plus sédentaires, on a quand même tendance à s'enraidir, notamment de la chaîne Mmh. postérieure. Et du coup, on a des gens qui sont même trop raides pour courir relativement à une allure un petit peu, ne serait-ce que 12-13 km/h. Pour eux, c'est difficile parce qu'ils sont devenus trop raides et ils n'ont pas l'amplitude de foulée, ou en tout cas, ça demande un réel effort sur la chaîne postérieure pour arriver à ces allures-là. Donc chez eux, oui, on conseille de s'étirer un petit peu longuement, mais par contre à distance des séances. Tu l'as dit, il faut pas tu déconseilles en tout cas, l'étirement après une séance, intense. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait absolument pas faire ou enfin que tu ne recommandes pas tout du moins? Ouais, c'est les étirements longs avant les séances. Voilà, donc c'est s'étirer longuement avant une séance. Avant une séance, on peut faire des étirements un petit peu dynamiques, ce qu'on appelle dynamique. Donc c'est par exemple balancier de la jambe d'avant en arrière pour mettre un petit peu en tension la chaîne postérieure ou la chaîne antérieure. Voilà, des choses plutôt dynamiques, mais les étirements statiques et un petit peu posturaux où on reste longtemps en position, ça, c'est vraiment à proscrire, avant les séances, ainsi qu'après les séances difficiles. Après un footing, il y a pas de souci et puis il y a des gens cha il y a et souvent v après on aime bien là où on est bon et souvent les gens qui aiment bien s'étirer, c'est les gens souples et les gens qui aiment pas s'étirer, c'est les gens raides. Mmh. Ça, c'est traditionnel, donc il y a des gens qui vont vous dire: «Ah moi ça me fait du bien». Franchement, si ça vous fait du bien, y a pas de souci, allez-y, mais pas après les séances difficiles. OK et en termes d'intensité, enfin de douleur, parce que forcément quand on s'étire, ça tire un petit peu, mais du coup jusqu'où on peut aller en termes de Ça, c'est pareil, c'est les gens qui sont raides, ils vont dire que les étirements ça fait mal, que les gens qui sont souples, ils vont dire: «Ah moi ça me fait du bien». Mmh. Mollo. Pour les gens à qui ça fait mal, faut y aller doucement, c'est soit juste sentir un petit étirement, ça suffit, il y a pas besoin d'aller tirer comme un âne dessus. Faut pas être trop agressif, bien dosé et voilà, petit à petit les choses se feront, mais il faut y aller doucement, oui. OK, donc plutôt, étirement dynamique avant une séance, C'est ça. mobilité de hanche Ouais. et puis sinon le reste, à distance Voilà, des entraînements, hein? avant de courir, ce serait plutôt des mouvements ou des exercices de mobilité et un petit peu de mise en activité des muscles et des articulations. Heu et après les séances, pour ceux qui ont besoin ou ceux qui aiment ça, faire réaliser des séances d'étirement un peu longues, mais à distance, des séances ou des courses ou des choses difficiles. Après un footing, il y a pas de souci, on peut s'étirer, il y a pas de problème, mais voilà, tout ce qui est difficile, faut prendre un petit peu de temps et laisser le corps un peu absorber et se régénérer avant d'aller parce que quand vous faites une séance d'étirement long, c'est presque comme une séance de fractionné finalement, hein, au niveau musculaire. Donc c'est pour ça que si on fait des étirements longs juste après une séance de fractionné, c'est Mmh. double peine pour le muscle. Mmh. Donc voilà, faut prendre le temps un petit peu de se régénérer et puis après, aucun problème. Ouais, bah, justement dans l'application Run Motion Coach, tu as des séances d'étirement avant séance, après séance et puis sur des jours de repos. Donc normalement si vous suivez ce module-là, il y a peu de risques de faire des erreurs, comme ça vous avez toutes les clés en main pour, bien vous entraîner. On va bientôt terminer, cet épisode, mais avant de conclure, on aurait, du coup, te te poser la question dans l'instant, on va dire, ça s'appelle, l'instant cœur à cœur. L'idée, c'est de pouvoir poser la question de ton choix pour le prochain invité, donc tu ne connais pas son identité, tu sais pas, voilà, qui ça va être. Mais du coup, tu vas pouvoir lui poser, la question de ton choix. La dernière fois, Emilien nous avait demandé: «Qu'est-ce que tu rêverais d'avoir comme produit sur un ravitaillement d'arrivée?» Du coup, toi, pour, cette question-là, quelle serait ta réponse? Peut-être un magret de canard, si c'est un rêve. Très bien. Donc on dira à Emilien un petit magret de canard à l'arrivée, Voilà. Ça, tu as des protéines directes. Mais exactement, du bon gras, puisque la graisse de canard, c'est excellent pour la récup et cetera, il y a tout pour, repartir après de plus belle. bon, bah, on note, pour Emilien et du coup, toi, quelle serait la question que tu voudrais poser à notre prochain invité? Quelle est la raison principale pour laquelle tu cours? Tu saurais répondre, toi, Romain?
toujours intéressant de cette Oui, question. pour moi, oui. Alors mais la raison a vachement évolué. Exactement, elle évolue avec le Au temps. au Exactement. début, c'était pour battre Guillaume, et de faire la compète entre frères et maintenant, c'est beaucoup plus pour m'épanouir et puis pas mal passer du temps, en fait, à la montagne pour le trail, en l'occurrence. Donc c'est plutôt, un levier, d'épanouissement, en fait, maintenant, pour moi, la course à pied. Et toi, Julien? Ouais, moi, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment le plaisir d'être dehors. Voilà, on est déjà enfermé toute la journée, au boulot. Ouais. C'est vraiment le plaisir d'être dehors et puis le plaisir de l'effort aussi, que j'ai depuis tout petit, même quand je prépare pas de compétition, j'aime bien de temps en temps un petit peu, aller tirer sur la machine, Mmh. c'est un plaisir aussi, voilà. C'est un peu maso, mais c'est un plaisir. Les fameuses, endorphines, post-séance. Super. Bah, merci Julien pour, ta présence. C'était vraiment très chouette d'avoir ta vision de kiné, sur, les entraînements des coureurs et puis du coup, toutes, tes astuces et puis, tes conseils. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de BPM. On abordera le sujet de l'endurance fondamentale. À bientôt.